j'étais sorti un livre comment ça s'appelle encore, j'ai dans mon texte en plus, un certain Ludo, comment Ludo encore Ludo de Witt, voilà, un flamand qui avait fait une enquête et qui montrait bien l'application vraie de la Belgique dedans. On savait depuis longtemps, mais c'était pas prouvé, quoi. Et donc j'avais écrit ce livre-là de mélange de... Je sais pas ce qui m'a pris, je ne sais plus comment était venue l'idée, peut-être simplement à cause du prénom Patrice, Ulysse, je sais pas, Ulysse Lumumba, et ça a éclopé. Il y a plein de noms qui marchaient bien ensemble. Il venait de Stanleyville, Itac, Stanleyville, Itanleyville, à nouveau des cadeaux de la forme comme ça. Et donc j'avais fait un petit texte comme ça. Et il y avait une seule présentation, tu n'avais pas encore de librairie, je pense, à l'époque. Travaillé dans une... Ouais. Là, j'étais dans une librairie quand même. Oui, mais on ne va pas dire son nom. Une autre librairie qui ne m'avait pas invité non plus à l'époque. Pourtant, j'avais déjà fait des présentations et tout ça chez eux aussi. J'avais été invité chez Ambroise, vous voyez, la SBL congolaise, la rue Chaussée-des-Prés. Et donc, un petit groupe de Congolais. Et au début, ils étaient très fâchés. Parce qu'ils m'ont dit... mais ça nous appartient, Patrice Lumumba. Vous l'avez déjà assassiné et vous nous le volez. C'est à nous d'écrire dessus et vous nous le volez. En plus, en mélangeant ça avec votre mythologie occidentale, ça ne va pas, quoi. Ils m'ont dit ça et j'ai pas pensé et je trouvais que c'était pas bête du tout comme remarque. Je comprenais complètement. En même temps, j'ai répondu, de manière peut-être un peu discutable, mais j'ai répondu sur le coup en disant... moi, je trouve ça très bien que les Allemands parlent de l'Holocauste, et pas seulement les Juifs. Et je trouve au contraire, je ne comprends pas comment tous les écrivains belges, à un moment, ne parlent pas de ça. C'est tellement trop, quoi, que la petite Belgique, le petit bout, le pays comme ça, qui envahit cet immense pays. C'est incroyable. Et justement, le tort qu'on a fait là-bas, etc., comment est-ce que tous les écrivains belges ne se sortent pas concernés comme tous les écrivains allemands se sentent concernés. Et alors, quand j'ai dit ça, ils étaient d'accord, évidemment. Et alors, la suite de la lecture s'est très bien passée, tout ça. Mais quand même, je n'ai pas oublié ce reproche-là, et je réponds. Voilà. Hergé l'a bien fait, quand même. Oui, il y avait Hergé, mais bon... oui, justement, je parle d'Hergé dans ce texte-là. Et donc, j'ai répondu par un texte donc, que j'ai écrit aussi après le décès de mes parents. Ça mélange un peu les deux questions. Et je réponds à ce lecteur-là qui m'a fait ce reproche-là, donc 10 ans après, par un texte qui s'appelle « Pourquoi ?» Et donc c'est la réponse. Quand j'étais enfant, j'étais belge, à l'abri dans ma tendre patrie matrice, sous le regard bienveillant de ma mère, dans l'orbe protectrice de mon père. J'étais belge de Belgique, du gentil petit pays gentil où tout allait toujours pour un mieux, meilleur des mondes possibles, isolé au sein d'un monde plus vaste et plus hostile, comme un segment de rue circulaire qui se détache de la nuit grâce à la lumière douce et précise d'un réverbère silencieux. Quand j'étais petit, j'étais belge. Bien au chaud sous le tendre regard de ma mère dont l'empire semblait épouser les courbes de nos frontières, à l'abri dans l'espace occupé par la chaude voix de mon père, j'étais belge de Belgique, ce pays jouissant d'un microclimat médical favorable, ce pays cuti, vacciné contre toutes les maladies mortelles infantiles, ce pays où l'on ne mourait que très vieux et très sage, plus vieux et plus sage encore que mon grand-père, où l'on ne mourait que de vieillesse et de sagesse. Et je savais qu'ailleurs, par-delà les mers, les enfants avaient moins de chance que nous, n'avaient pas ma mère pour mère et couraient les chemins en étant menacés par des maladies voraces, par la lèpre que n'était pas parvenu à éradiquer le gentil père Damien malgré ses qualités de belgo-belge et son casque de Tintin au Congo. Quand revenait l'été, j'étais encore belge. À l'arrière du véhicule que mon père, le coude appuyé sur la portière, conduisait avec une maîtrise absolue, j'étais belge en quittant pour un temps la Belgique, ce pays profitant d'un microclimat alimentaire particulièrement privilégié, ce pays gardant jalousement le secret des vraies frites, du steak, du filet américain mayonnaise, ce pays aux mœurs hygiéniques particulièrement stables, ce pays où l'on aimait par-dessus tous les enfants, comme l'attestait la gloire promise aux adultes qui écrivaient et dessinaient à leur attention les aventures de Tintin ou de Spirou, des Schtroumpfs ou de Black et Mortimer. Je savais, en entrant en France, que j'allais avoir affaire avec des frites molasses, du steak bordé de gras jaune, de filets américains débaptisés, rebaptisés d'un nom barbare et privés de l'onctueuse sainteté de la mayonnaise, que les douces productions de mes intestins, d'ordinaire si apaisantes, n'auraient pas droit à un trône blanc, mais à un trou noir, à la turque, à la française, terrifiant, honteux, sale et constipant.
Je savais surtout que les serveurs au restaurant nous regarderaient avec désapprobation parce que nous demandions des limonades avec leurs pas et que nous parlions à table. La France n'était pas le pays des enfants. Les Gaulois résistaient encore sur ce poids au bienfait de l'américanisation. La France n'était déjà pas la douce Belgique. Alors l'Afrique, alors le Congo. Quand j'avais 10 ans, j'étais un Belge du XXe siècle. Bien campé dans les Golden 70s, je n'avais à redouter ni les nazis, ni Charles le Téméraire. Les loups avaient été exterminés, les microbes allaient bientôt les suivre dans l'oubli. Quant aux sorcières, elles avaient perdu tout leur pouvoir. Mais je savais qu'au loin, d'autres enfants vivaient toujours au temps des loups, qu'ils devaient se méfier des sorciers, fuir les piranhas, les guerres, les crocodiles et les fourmis rouges. Quand j'avais 10 ans, j'étais belge encore et j'aimais l'histoire de Belgique. C'est vrai. Bien à l'abri dans ma conscience, je maudissais belgement les grands dont nous avions dû si souvent subir les assauts. César qui avait exterminé les Éburons, Charles le Téméraire qui avait brûlé notre bonne ville, l'empereur Napoléon et le duc de Wellington qui avaient fait de nos terres l'ultime champ de bataille, les Allemands récurrents qui peuplaient le dimanche les conversations de mon grand-père et de mes grands-mères, l'Allemagne 14, l'Allemagne 40, la France 76 et ses blagues belges, les offensives allemandes, les offenseurs français. Je savais que chaque combat se soldait par notre défaite, mais que, grâce à une espèce d'instinct moral infaillible, nous étions toujours du bon côté, du côté des bons, des gentilles victimes. Quand j'avais 11 ans, j'étais plus que jamais belge. À l'abri de ma chambre, qui était chaudement sertie dans la maison de ma mère, dans la propriété de mon père, j'étais un petit belge réalisant au crayon le portrait des grands vivants de la Belgique d'alors. Notre homme vélo sur son vélo difficile à dessiner, notre écrivain à la pipe et au nœud pape, notre chanteur aux dents de cheval et surtout sage et bon, bienveillant comme mon grand-père, gentil comme le roi, notre dessinateur de Tintin. Quand j'étais enfant, j'étais vraiment belge. Mais un jour, dans la cuisine au papier peint fleuri où nous avions l'habitude de prendre les repas autour du plat de filet américain, mon père, de sa voix posée, non, pas posée, de sa voix éclairante, non pas péremptoire, élucidante, de sa voix attrape-vérité, mon père de sa voix de mon père, évoqua avec ma mère un homme au prénom francophone et au nom africain, au nom ressemblant à Manitoba, un homme que je ne connaissais pas. Ma mère répondait à mon père de sa voix érudite, de sa voix de ma mère qui sait bien. Quant à moi, je n'y comprenais rien. Asphyxié au bord d'un gouffre, je me noyais dans un maelstrom de phrases flottantes au gré d'une eau inconnue, perdue, perdante, désarticulée française de la langue. Mon père se tourna alors vers nous, les enfants. Cette scène s'est déroulée il y a bien des années. La cuisine a vu plusieurs fois depuis lors son papier peint changer de couleur. Les meubles qui lui donnaient son aspect familier ne se trouvent plus ni dans cette pièce-là, ni dans cette maison-là. Et mon père n'est plus en mesure de nous apprendre quoi que ce soit. Je ne revivrai plus ces moments-là. Ils se sont agrippés au passé, à la fin de mon enfance, au dernier jour de mon enfance. Cette scène s'est déroulée bien avant le livre Vérité de Ludo de Witt, bien avant la commission parlementaire de 2001. Et si mon père savait, dans sa belge cuisine au papier peint fleuri, c'est que l'on pouvait savoir. Savait ceux qui voulaient savoir, ignorer ceux qui voulaient ignorer. Cette scène s'est déroulée il y a si longtemps, lors du dernier rendez-vous de l'enfance. Et pourtant, dès que j'y prête attention, je ressens encore mon émotion d'alors. Comme dans les interstices de la paternité, un père se souvient de son ancienne place de fils. Comme lorsque s'interrompt le travail acharné qui nous a distraits de notre chagrin, celui-ci nous revient au moment même où nous éteignons la lumière de notre chambre pour affronter la nuit. Mon père, de sa voix de montagne, nous raconta l'histoire qui inversait les rôles. La terre tournant désormais autour du soleil, Tintin portant soudain l'uniforme allemand, les 600 franchimontois imitant Charles le Téméraire, Ambiorix assassinant César. Les prémices même de tous les récits historiques n'étaient pas respectées par cette histoire inouïe. Les Belges n'y étaient pas du bon côté, et si d'aventure il fallait désigner un héros malheureux, celui-ci s'appelait Patrice Lumumba. Soudain, je n'ignorais plus. Émergeant de l'enfance, de la préhistoire et du mythe, mon esprit se décolonisait, se débelgifiait, se dénationalisait. Dans les replis de mon cerveau, les cellules bravaient les frontières, redistribuant les crimes et la bonté indépendamment des peuples et des nations, dans un grand vertige, un tourbillon instable, comme une fleur sauvage projetant aux quatre vents ses graines de pollen, enfant confié au hasard du vol papillonnant des bourdons ou des abeilles. Voilà.